cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Avec le soutien de Pays d'Oc, Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin, propose une série de capsules dans lesquelles nous abordons avec mes invités, vignerons, négociants, caves coopératives, l'évolution des modes de consommation et leur impact sur leur stratégie commerciale. Ces captures de moments ont été enregistrées lors du salon de Wine Paris. Vous aurez en arrière-plan l'ambiance des salons bien connus. Découvrons ensemble comment les producteurs également engagés en RSE s'adaptent aux nouvelles tendances. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Bonjour, Claire Carrière, famille Carrière Pradal, domaine familial, 7e génération, situé à Servian, entre Béziers et Pézenas, en Languedoc. Merci Claire. Est-ce que vous pourriez présenter la propriété de la famille Carrière Pradal, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, 7e génération de vignerons, donc vieille famille vigneronne située dans le Biterrois, avec d'un côté du coup la famille Pradal, c'est deux noms Carrière et Pradal. Donc, d'un côté la famille Pradal qui évoluait sur Béziers principalement, et puis de l'autre côté la famille Carrière qui évoluait du coup sur le secteur plus à l'est, Servian-Bassan. Donc qui est repris depuis 5 ans par moi-même et mon beau-frère Baptiste Carrière Pradal, que nous avons repris de sa maman Catherine. Et donc un domaine qui est en bio, en agriculture biologique depuis plus de 30 ans, et en agroforesterie, mais on va développer un peu après, je pense. Et vous avez combien d'hectares et combien de production de bouteilles ou de vins Donc conditionnés ? aujourd'hui, on évolue sur un domaine d'une 50aine d'hectares, avec une caractéristique d'avoir quasiment 40 hectares d'un seul tenant, plutôt sur la zone Servian maintenant, puisqu'avec la pression urbaine de Béziers, le secteur qui était initialement sur Béziers a diminué sous la pression urbaine. Donc il nous reste le chai de vinification à ce niveau-là, et par contre le vignoble est plutôt sur la zone de Servian. Alors, quelle est la répartition des ventes pour vous entre la France et l'export ? Alors, faut savoir qu'on est un domaine. Alors, j'aime bien me présenter comme ça, puisqu'on a un historique vigneron ancien, puisqu'on est 7e génération. Par contre, voilà, sur les 20 dernières années, Catherine Carrière Pradal vendait ses raisins, c'était rattaché à la cave coopérative de Bassan. Et dans le projet de reprise qu'on a fait il y a 5 ans, on a repris toutes les vinifications historiques des générations d'avant, et on a monté et développé et mis en place cette gamme, notre gamme de vins Carrière Pradal, que depuis 5 ans. Donc il faut savoir que voilà, cette gamme d'une dizaine de cuvées qu'on a aujourd'hui est relativement jeune, et on est en pleine construction de nos réseaux de distribution, qui sont aujourd'hui sur la gamme bouteille, à peu près 50% en France et 50% à l'export. On a quand même une dynamique à l'export qui est assez importante de par nos activités passées entre moi-même et Baptiste. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit que les habitudes de consommation évoluent.
Vous êtes une jeune entreprise, justement qui développait les vins conditionnés. Comment ça se traduit sur les marchés que vous visez? Alors c'est vrai que même si on a une gamme qui est jeune, hein, de 5 ans, on voit, même avec ce petit, recul assez court, voilà, les marchés, qui évoluent sur ces effectivement des tendances de consommation où, on va rechercher des vins avec, beaucoup de fraîcheur, des vins qui sont sur, de la buvabilité, des vins qui sont prêts à boire, voilà, des vins qui ont des rotations assez rapides et ça, malgré ce recul, heu, assez court qu'on a, on voit ces tendances, bah, se mettre enfin se monter en avant. Et est-ce que ça veut dire que Je vous vous parle de adaptez et que v donc du coup ça influence vos ouais, choix stratégiques? exactement, voilà, quand je parle de buvabilité, c'est on voilà, on a des vins où on recherche, des degrés d'alcool, plus bas, bah, voilà, pour ces critères de buvabilité. Ça peut être sur des critères aussi marché export où, bah, voilà, les marchés évoluent. Je prends, l'exemple de l'Angleterre où, bah, voilà, il y a des taxes à l'importation qui sont en place, bah, liées au degré d'alcool. Donc dès que Mmh. vous passez un barème de 0,5 qui est une taxe supérieure, bah, pour limiter ces problématiques, d'alcool. Donc, voilà, que ça soit sur des profils aromatiques où les consommateurs évoluent ou bien sur, des critères, plus, d'importation, Mmh. on a ces demandes qui évoluent et donc on travaille sur nos vins, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'on est quand même, voilà, en Languedoc et on a des vins où les maturités vont se faire, bah, liées à l'ensoleillement et tout ça. Donc, c'est pas forcément toujours évident de jouer là-dessus, mais on y travaille avec toute l'équipe et puis nos œnologues. D'accord, donc en fait, vous vous adaptez vraiment, aux besoins du marché. Alors, Ouais, c'est autre fondamental. question, l'interprofession des Pays d'Oc propose plusieurs dispositifs pour accompagner les producteurs, notamment sur les questions de durabilité et RSE. Est-ce que vous en bénéficiez? Et si oui, comment cela vous aide concrètement? Alors, la RSE, enfin donc moi d'un point de vue environnemental, voilà, on a toujours eu une dynamique, environnementale. C'est l'ADN de la famille, c'est l'ADN du domaine, avant qu'on parle vraiment de démarche RSE, c'est vraiment une conviction et qui anime nos choix stratégiques, chez nous, et qui anime les choix stratégiques de la famille. Heu, on est en bio depuis plus de 30 ans. On a été un des premiers sur la région biterroise à passer en agriculture biologique. Alors Catherine, en agriculture, biologique, il y a plus de 30 ans. Pour elle, c'était voilà, une volonté. Elle voulait inscrire, son domaine dans une agriculture et dans une viticulture plus vertueuse. Donc voilà, ça c'est vraiment nos choix stratégiques, et on continue ce pilotage et ces pratiques, avec, si on voulait, on pourra le développer sur la partie en agroforesterie. Aujourd'hui, on a, plus de 7 kilomètres de haies qui jalonnent le domaine dans le but de recréer des écosystèmes, d'accompagner la transition agroécologique, de répondre à des problématiques de changement climatique, de gestion de l'eau et donc voilà, c'est toute cette partie, qui, qui anime et qui fait fonctionner aujourd'hui, le domaine. Et alors Donc c'est justement, vraiment tous ces programmes-là, vous ne les avez pas faits tout seuls? Vous avez été accompagnés par quels organismes? Est-ce que ça fait partie oui, aussi de labels? Enfin, est-ce que par rapport à cette agroforesterie et tout ce développement, vitiforesterie justement? exactement. Alors oui, donc bon, déjà, il y a une volonté personnelle, moi, Une Catherine, conviction? voilà, quand Mmh. elle a voulu voilà, elle a été plus loin, donc bon, bah, l'agriculture biologique, voilà, on est lié à un label, donc à un cahier des charges. L'agroforesterie, il y a pas de cahier des charges aujourd'hui, il y a pas de label, mais par contre, il y a des accompagnements, voilà, importants par diverses institutions.
Quand on a démarré, il y a plus de 10 ans sur cette dynamique en agroforesterie, on a travaillé beaucoup avec l'Agence de l'eau, qui après a déployé des organismes de pilotage, tels que Agrouf. Donc c'est des organismes techniques qui vont venir vraiment épauler, le vigneron, voilà, sur sa transition agroécologique. Qu'est-ce qu'il veut faire en termes d'agroforesterie? Comment fonctionne son vignoble? Et eux, en tant qu'experts techniques, voilà, comment ils vont, nous aider à les mettre en place. Donc voilà, on ne l'a pas fait tout seul. Et puis plus récemment, donc là dans des dispositifs, gouvernementaux, qu'on appelle, le pacte E. Donc c'est vraiment un dispositif, gouvernemental, qui est, où le gouvernement missionne du coup les chambres d'agriculture, locales pour, pareil, aider, les viticulteurs à, implanter ces haies et aller dans cette, dynamique, de transition agroécologique. Alors Donc bien sûr, on ne le fait pas tout seul. est-ce que ces programmes-là sont récents ou est-ce que ça fait déjà quelques années? Si ça fait des quelques années, est-ce que vous voyez déjà les bienfaits, les vertus sur le vignoble, sur, la qualité des raisins, sur, les vinifications et cetera? Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, voilà, oui, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des dispositifs, qui évoluent, voilà, chaque année. Mais bon, voilà, je vous dis le 1er dispositif qu'on a lancé il y a 10 ans, avec l'Agence de l'eau. Alors, faut savoir que quand on parle d'agroforesterie et quand on part sur ces dynamiques-là, c'est, des engagements, heu, sur des échelles assez longues puisque quand on plante, tout petit, hein. Ce sont des plants de quelques centimètres Bien puisque sûr. vous allez planter, beaucoup de plants, hein. C'est des centaines et des centaines de plants, donc il y a une raison économique. Il y a une raison aussi de qualité de reprise, des plants. Donc quand vous commencez à vous lancer sur cette dynamique-là, c'est des projets où vous allez commencer à voir quelques bienfaits, bénéfices 10 ans après. Donc là, on commence tout juste à pouvoir essayer de calculer un petit peu les impacts. Donc à titre personnel et d'un point de vue complètement subjectif, ma Catherine, ma belle-mère qui, voilà, ça fait, 60 ans qu'elle évolue sur le domaine. Bon, elle est en retraite maintenant, donc voilà, elle a vu l'évolution du domaine et elle le dit, je vois que mon environnement, mon espace est beaucoup plus vivant. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes qui évoluent et qui sont là justement pour, lutter naturellement contre les ravageurs de la vigne, hein, puisque c'est ce qu'on veut, hein, Bien sûr. Mmh. recréer cet écosystème et avoir une politique interventionniste, la plus limitée possible, hein. C'est le principe aussi de la permaculture, et donc on le voit. On peut dire qu'on a des pressions phytosanitaires qui diminuent. Alors dire: «Est-ce que c'est 100 grâce à de l'agroforesterie?» On ne peut pas le quantifier, c'est difficilement quantifiable, hein, ça reste du vivant. Forcément, ça y contribue. À quelle hauteur? C'est difficilement mesurable. Les changements climatiques, voilà, chaque année, voilà, on le voit bien, les changements climatiques sur ces dernières années. Donc effectivement, ça a des impacts, sur le comportement du vignoble. Donc c'est pas forcément facilement quantifiable. Par contre maintenant, on essaie donc il y a un point de vue subjectif qui est là, on le voit, on le sent, c'est visible, et on fait appel donc on a commencé, un programme, avec, le Conservatoire des espaces naturels, dans le cadre d'un programme qui s'appelle, le LIFE et où du coup le Conservatoire, des espaces naturels, vient une fois par an faire, des audits, de la faune et de la flore et justement inventorier un petit peu, les espèces, faune et flore et nous donner un compte rendu. Les premiers comptes rendus qui sont sortis il y a 1 an, voilà, nous ont indiqué qu'il y avait vraiment une richesse, principalement au niveau des insectes, et de la faune, avec, la
quelques comptages, d'espèces qu'ils classifient comme, vulnérables. Donc voilà, on voit que les premiers résultats, Il y a les des premiers bénéfices, résultats sont ouais. là. C'est Il y plutôt, a du bénéfice, prometteur. donc Ouais, ouais. on plutôt prometteur, mais Mmh. voilà, mais ce qu'on quand on a un rôle un petit peu maintenant, pédagogue et Catherine qui est en retraite, maintenant, est souvent mandatée par les chambres d'agriculture pour, recevoir d'autres vignerons qui veulent s'engager sur ces questions. Mais vraiment, c'est des démarches, il faut être Mmh. convaincu, il faut avoir envie Oui, mais le et résultat c'est est vraiment là des projets et de voir la voilà, c'est des projets biodiversité, revenir, c'est quand même plutôt bon signe. Donc on voit les bah, c'est bénéfices bon signe. concrets justement liés donc à ce pilier de d'agroforesterie, donc en lien aussi avec la RSE puisque ça fait partie du pilier Tout à fait, environnemental. Vous le voyez aussi tout à fait. donc ça a un impact, je pense, sur l'image de l'entreprise auprès de vos clients et justement concernant, les vos clients et les acheteurs, est-ce que vous sentez que les acheteurs et les professionnels de la filière sont en recherche comme ça de produits, ou plus engagés ou en durabilité avec, des engagements en RSE? Heureusement, un grand oui, oui, ça c'est vrai et ça c'est pareil, je vois les mentalités évoluer. Voilà, quand on a repris les rênes du domaine, voilà, il y a 5 ans, donc pas de marché commercial, donc il a fallu aller, arpenter, prendre son petit bâton de pèlerin, prospecter, ouvrir les clients et en l'espace de 5 ans, donc encore une fois, hein, un temps, court, je vois les mentalités évoluer. Donc notamment en France où il y a encore 5 ans, heu, voilà, c'était un point où il y avait une écoute, C'était pas mais un c'était pas critère, forcé forcément de c'était pas un sélection? critère. Voilà et aujourd'hui alors heureusement parce que aussi sur, des temps de grandes écoutes, voilà ce message, sur les radios: «Plantons des haies», ça devient dans un c'est plus, vulgarisé donc ça on sent que le consommateur final est sensibilisé à ces questions-là. Donc de ce fait-là, les acheteurs, vont quand même se dire, voilà, on il faut qu'on puisse relayer un peu ces messages et et donc sont plus enclins à découvrir des domaines comme les nôtres, engagés, fortement engagés sur ces questions-là. Donc ça, Est-ce que c'est chouette. également, ça vous jouez également sur, l'aspect, packaging et autres? Ou est-ce que ça vous me fo faites un focus à 100 sur la partie agroforesterie? Alors non, voilà, ça c'est vrai que donc la première chose, c'était, relayer toutes nos pratiques, vertueuses qu'on peut appliquer sur le domaine. Donc ça aussi, le relayer en tant que, message commercial, voilà, sur les contre-étiquettes. On a développé, voilà, un petit, logo, alors c'est on peut pas appeler ça logo agroforesterie, mais un petit macaron pour, le mettre en avant avec, un arbre pour indiquer, voilà, qu'on plante des arbres dans les vignes pour recréer de la biodiversité. Et maintenant, on essaie aussi d'aller plus loin. Donc sur le packaging, on essaie quasiment sur une grande partie de la gamme de travailler sur des bouteilles allégées, donc en verre allégé, pour, réduire notre empreinte carbone. Donc ça a du sens, hein et c'est vrai Bien que sûr. quand, voilà, quand, en donc quand notamment sur des marchés, export, voilà, il y a certains marchés qui sont quand même plus en avance, que la France et qui vont être, sur ces critères-là, voilà, d'empreinte carbone, de référencer des vins, conditionnés dans des bouteilles allégées, de verre allégé. Donc du coup, on part là-dessus et puis après, nous, d'un point de vue, référencement, sourcing, fournisseur, on essaie de rayonner dans un circuit le plus court possible. Voilà, par exemple, mon imprimeur, il est situé à Béziers. Je vais Mmh pas mh. aller, le prendre à l'autre bout de la France. Mon cartonnier, pareil, c'est quelqu'un qui est à 50 kilomètres de chez nous. On va aller pas le prendre dans un pays voisin. On essaie d'avoir un raisonnement global. Et là, sur 2026, on commence à réfléchir un peu sur, les bouteilles consignées. Ouais, le Donc là, réemploi, c'est très une bien.
le Mmh. réemploi. Donc voilà, c'est des vraies questions. Ça s on peut pas tout révolutionner en un matin, mais c'est des choses qui sont, dans nos listes d'évolution, et de fonctionnement et de pilotage du domaine pour qu'il y ait un sens, de la vigne, du raisin, bah, jusqu'à nos bouteilles de vin, nos produits finis sur la table, des consommateurs. Merci Claire. Alors, on parle beaucoup de changements, de rapport au vin chez les jeunes consommateurs, qui sont de moins en moins attachés aux codes traditionnels. Comment est-ce que vous vous adaptez, vous, en termes de communication et de marketing? Alors nous, on a travaillé au niveau de notre marketing, on a essayé de casser les codes un petit peu du vin, mais ça voilà, ça a été quand dans notre réflexion, de redémarrage du domaine, de construction de la gamme. D'aller sur, des étiquettes et des designs, moins traditionnels en s'inspirant, voilà de codes, par exemple, j'ai une de mes étiquettes, très graphique où, voilà, on s'est inspiré, des étiquettes plutôt qu'on retrouve sur des bouteilles de saké. Donc avec des choses très graphiques, Oui. en lien avec la nature. Donc voilà, depuis le début, on a essayé de construire d'un point de vue graphique, une identité visuelle en cassant des codes, très traditionnels du vin et donc de ce fait-là, c'est vrai que c'est souvent, quand on fait des salons, professionnels ou particuliers, où on va venir capter l'attention de l'acheteur, qu'il soit, professionnel ou particulier, avec, bah, des étiquettes assez marquées et qui changent. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on a construit et Mmh. donc de ce fait-là, essayer aussi de capter, bah, peut-être une clientèle un petit peu plus jeune aussi, voilà, qui peut être qui est attirée, par ces éléments-là. Mmh. Alors, on parle de plus en plus de transparence et de traçabilité. Est-ce que d'après vous, ce sera un critère incontournable pour, séduire les consommateurs de demain? On vient de répondre un peu, mais, heu, votre avis là sur ce point-là? Oui, bah, là, oui, c'est fondamental. Je pense que les gens, enfin les consommateurs, on le voit beaucoup, pas forcément que sur la partie, vin, mais de consommer, plus local, de comprendre, d'où vient le produit qu'on a, chez nous. Donc la traçabilité et de ramener au monde du vivant, est un élément fondamental. Alors après voilà, on essaie il faut le relayer. Nous on le relaie un petit peu sur nos packaging, nos étiquettes. On doit aller encore plus loin pour, bah, essayer de relayer le produit au monde du vivant et d'où il vient. Donc, voilà, on a refait un petit peu notre site internet où on essaie d'avoir un côté, explicatif, là-dessus Oui. et puis le relayer en termes voilà, de flashcode, comment Mmh. le consommateur qui va aller un petit peu plus loin, comment il peut se documenter, s'informer sur ces questions-là. Alors pour terminer, j'ai 2 questions. Si vous deviez résumer en une phrase en quoi votre engagement RSE vous aide à répondre aux évolutions du marché, que diriez-vous? Bah, voilà, notre partie bah, pour moi la RSE, c'est vraiment, remettre, en mot d'ordre vraiment cette agriculture du vivant et comme vous avez vu, on essaie de recréer, ces écosystèmes et de travailler sur, une dynamique où on a le moins d'intervention possible. Donc, voilà, pour moi, en un mot, RSE, c'est vraiment l'agriculture du vivant. Et maintenant, dernière question, si vous deviez présenter Pays Doc à un novice, à un jeune consommateur, que lui diriez-vous? Alors, voilà, les pays d'Oc, c'est alors dans notre monde vigneron, on est tout enfin on est tout seul donc
c'est toujours très important d'être relayé par une interprofession. Et moi, je travaille beaucoup avec les IGP Pays d'Oc qui vont pouvoir accompagner le vigneron et relayer des messages forts, comme aujourd'hui on en discute sur la RSE, l'agro-environnement. Donc, ils vont venir vraiment mettre en lumière tout le travail du vigneron sur des questions diverses. Pour le consommateur, c'est un signe de qualité et de réassurance. Voilà, il va découvrir, enfin, il y a un cahier des charges aussi derrière ces interprofessions, ces IGP DOC, en termes de cépage, de terroir. Donc, pour moi, l'interprofession, c'est à la fois un support important et fondamental pour les vignerons, et c'est un vecteur de communication et d'assurance pour le consommateur final. Merci beaucoup Claire pour cet échange très intéressant. Merci. Merci à vous. Comme toujours, je remercie mon invité pour la qualité d'échange et son authenticité. J'espère que vous avez apprécié comme moi les sujets abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, puisque vous avez aimé cet épisode, mettez plein d'étoiles pour plus de visibilité et partagez-le à au moins 3 personnes. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast, Si Dionysos était une femme, à sa page LinkedIn et sur Instagram. Likez et partagez. Merci. À très vite.